Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique, à la sortie du cinéma et dans la Melon Mobile, je vais vous parler d'un film sorti ce mercredi en salle et que certains attendaient avec une certaine impatience nostalgique, le fameux SOS Fantôme, l'héritage ou en version originale Ghostbusters Afterlife, non pas réalisé comme les deux premiers triptyques sortis dans les années 80 par Ivan Reitman, mais par son fiston Jason, qui s'était occupé entre autres de Juno il y a quelques années. Et au casting, nous retrouvons de nouveaux actrices et acteurs tels que Carrie Coon, qu'on a pu apprécier dans la série de Leftovers, Paul Rudd, qui est entre autres Ant-Man dans le MCU, mais aussi des plus jeunes comme Finn Wolfhard, que vous avez apprécié dans la série Stranger Things, McKenna Grace, que je découvre ici, qui doit avoir à peu près une douzaine d'années, et Logan Kim ou Celeste O'Connor, voilà, et puis c'est tout. Voilà, j'en en dirai pas plus au niveau de certaines présences. Alors, petite précision avant de faire un synopsis et de donner mon avis, je ferai une zone spoiler, parce que voilà, si vous ne connaissez pas trop l'univers SOS Fantôme et que vous ne voulez pas forcément trop en savoir, on va commencer sans trop en dire. Alors, synopsis très simple, on va retrouver une famille, donc avec la mère jouée par Carrie Coon, qui va devoir quitter sa maison, problème de dette, etc., et aller s'installer quelque part dans la campagne, dans la ville de Summer City ou Somerville, je ne sais plus. Bref, il trouvait l'héritage du père, donc de la mère de famille, et du grand-père des enfants, qu'il a laissé un petit peu en mode, c'est dévasté quoi, il y a plus de dettes qu'autre chose, et une maison un peu étrange, le monsieur décédé étant en fait un personnage assez connu des deux premiers films, sans en dire plus pour l'instant, mais bon voilà. Et il a laissé quelques petits gadgets de l'époque, donc des pièges à fantômes, parce qu'une menace rôde là-bas, on ne sait pas trop, et il va falloir donc que les plus jeunes, la mère peut-être, mais surtout les petits-enfants et leurs amis, stoppent cette menace fantomatique. Puis, évidemment, c'est SOS Fantôme, donc il va y avoir des fantômes, etc., etc. Et donc, l'héritage, oui, dans tous les sens du terme, y compris au niveau de la réalisation, puisque c'est le fils qui s'en occupe, et donc des personnages, puisque le grand-père a été dans la bande de nos chasseurs de fantômes préférés des années 80. Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? C'est très beau visuellement, c'est bien réalisé, bien rythmé. Là-dessus, c'est vraiment réussi en mode divertissement, on en prend plein la figure, le final est génial. Même si, là aussi, petit reproche que je ferai à un zone spoiler, qui rejoint de toute façon ce que je pressentais en fait avant de voir ce film. Ce Ghostbusters Afterlife, j'allais dire Legacy, mais bon, l'héritage, SOS Fantôme l'héritage, est quand même très versé sur le fanservice. Ça en est parfois too much et putassier, cependant, c'est très bien fait. Ça touche notre corde sensible, nos souvenirs. Si vous êtes attaché à la saga d'origine, vous êtes là en mode quand même, ouais, on s'y attendait, mais franchement, ça fait du bien parce que c'est fait avec respect. Et même plus, et là j'y arriverai en zone spoiler pour expliquer le plus. On voit que c'est le fiston qui s'est occupé du projet et que le père est à la production. Pas de souci, on aurait pu se passer de quelques gags, selon moi, notamment au niveau du supermarché avant le dernier acte. On voit ça dans un des trailers, ou je sais pas, des teasers, il me semble. Ok, d'accord, pas de problème, référence au premier film. D'ailleurs, petite précision ici, référence au premier film, oui, au deuxième, non. C'est comme s'il n'avait jamais existé, le SOS Fantôme 2. Ça peut se comprendre d'une histoire et tout, mais on aurait pu quand même aussi en parler vite fait, mais pas du tout. Moi, je préfère le 2 au 1, donc j'étais là en mode, ils auraient quand même pu au moins vite fait. Ben non, pas du tout. Pas du tout. Bon, donc ça c'est pas grave. Par contre, on s'attache bien à cette nouvelle génération menée notamment par la petite Phoebe, qui est jouée par McKenna Grace, qui est une scientifique en herbe, voilà, avec des lunettes. Bon, dédicace à Capitaine Critique, qui n'a pas dû aimer le côté geek à lunettes de la jeune fille, mais elle croit en ce qu'elle veut faire, elle est un peu associable, mais quand même, elle va se faire un ami de mes podcasts qui enregistre tout ce qu'il écoute et qui est un petit peu en mode, pas complotiste, mais il aime bien les mystères. Donc, on s'attache à ces personnages, il y a une sorte de feeling à la Goonies, si vous voulez. D'ailleurs, le personnage de podcast, c'est à mi-chemin entre un personnage des Goonies et peut-être 2001 du Temple Maudit, peut-être le même acteur d'ailleurs, qui a joué dans les deux films, fusionné ici en un personnage.
voilà. Donc, ok, pourquoi pas. Le personnage de Finn Wolfhard en mode jeune adolescent qui veut faire plus vieux que son âge pour draguer une fille locale, un peu perdue et tout, qui roule des mécaniques. Oui, bon, c'est pas très abouti ni approfondi, mais ça passe, on est quand même dans certains stéréotypes, mais il forme au final, donc dans la finalité surtout, une belle petite bande qu'on apprécie et qu'on aime, dont on aime suivre des aventures. Et du côté de la mère, qui va faire ami-ami avec un prof un peu bidon local, hein, joué par Paul Rudd, je dis bidon parce que, bon, il n'est pas vraiment prof, il est sismologue, il vient enquêter sur place, parce qu'il y a ces phénomènes bizarres, des tremblements de terre, mais c'est pas à cause des plaques tectoniques ou d'un volcan, c'est autre chose. Nous, on sait que c'est à cause des fantômes, forcément. Et ce prof, il occupe ses gamins à leur passer des vieux films en VHS. Il y a Cujo qui passe et aussi Chucky. Bon, c'est drôle, voilà, c'est un hommage à cette culture-là des années 80-90. Ça se sent, le film est fait pour cela, de toute façon. Mais il arrive à mixer les générations, à être un peu moderne, donc à plaire aux plus jeunes, tout en ne tombons pas non plus trop dans le « ouais, il faut que ça soit à tout prix, axé sur la jeunesse d'aujourd'hui ». Non, ça va, ça vivote bien là-dessus. Et donc, l'alchimie se fait plutôt bien. Voilà. Et donc, je parlais de la réalisation, des effets spéciaux, très proches de ces années 80-90, 80 de ces deux premiers films, sans en faire trop en plus dans les CGI, ça va. Les petites bestioles qu'on connaît bien, si vous avez vu le premier film, sympathique, voilà. Mais ouais, non, franchement, ça se laisse regarder. Puis c'est bien géré au niveau du montage et de la caméra. Il y a des plans intéressants avec un coucher de soleil, enfin, avec le soleil en fond derrière. C'est bien fait, c'est pas non plus bâclé au niveau de ce qui photographie et tout. Donc, pourquoi pas. Mais après, bon, évidemment, ça reste quand même plus dans le divertissement que dans le contemplatif, hein, il faut l'avouer. Et donc, il se passe pas mal de choses, et forcément liées au premier film. Donc là, à partir de cet instant, même si je peux une nouvelle fois saluer les actrices et les acteurs, qui sont plus ou moins tous bons, même si Paul Rudd, il cabotine un petit peu. Ouais, bon, c'est son personnage qui veut ça. Hein. La musique aussi sympa, qui est très proche du premier film. Il y a même des thèmes qui sont repris, évidemment, y compris dans le générique final, enfin la finalité. Et là, je vais être obligé de spoiler complètement, parce que j'ai des choses à dire sur les révélations, c'est évident. Donc attention, spoiler. Que se passe-t-il dans le film? Donc déjà, la mère de famille qui débarque dans cette campagne à Somerville, son père, c'est Egon Spengler, joué par Harold Ramis, paix à son âme. Et alors là, c'est assez fort ce qu'ils ont fait, parce qu'on le voit au début du film. Oui, avant qu'il meure, son personnage meurt, comme l'acteur est décédé il y a 6-7 ans, je crois, maintenant. Et on le voit, pas trop au début, un peu dans l'ombre, on voit jamais son visage. Donc c'est déjà un titre bizarre. Et puis, au final, donc vers la fin, on le verra en fantôme, en image de synthèse. Et sur le coup, ça peut être choquant, tu peux te dire, oh, c'est bizarre. Mais c'est touchant, je trouve. Ils ont voulu rendre hommage à Harold Ramis, leur pote, voilà, qui avait mené aussi en partie le projet. Et voilà, à un moment, une fois qu'il retrouve sa famille, et hop, il s'envole dans les étoiles, et il y a marqué à Harold, on est dans le film, il y a l'hommage, avant même que le film se termine complètement, il y a cet hommage qui apparaît, c'est presque touchant, il y a un côté méta dans ce film, un côté très familial et tout, et là, voir l'acteur qui est mort, et son personnage qui meurt, et qui quand même, à la fin, passe quelque chose, transmet quelque chose, je trouve ça touchant, ça va me marquer, et ça sauve peut-être une grande partie du film sur son accumulation de fanservice. Parce qu'évidemment, donc, les petits bibendum chamallows dans le supermarché, c'est complètement... C'est du clin d'œil qui ne sert à rien à l'intrigue, c'est là, pourquoi pas. Bon, évidemment, le maître des clés, Zool, tout ça, Gozer est de retour, comme dans le premier film. C'est pour ça qu'on fait référence qu'au premier film et pas au deuxième. Moi, j'aurais rajouté un petit Vigo des Carpates pour les familles, mais non, pas du tout. Bon, c'est pas grave, pas tout, hein. Ouais. Mais ouais, tout là-dessus, alors, on se retrouve parfois dans des scènes du premier film, adaptées là. Évidemment, on a aussi le retour des autres personnages. Il y a Janine qui est là au début, et puis dans la deuxième scène, pas le générique à la fin, restez jusqu'au bout. Malheureusement, on n'a pas Rick Moranis qui ne reprend pas son rôle parce qu'il a arrêté sa carrière, il n'a pas voulu. Et bien sûr, évidemment, nous avons notre trio des deux premiers films, Bill Murray, Dan Aykroyd et Ernie Hudson qui reviennent. Alors, moi j'ai bien aimé la réutilisation de Ray, donc Dan Aykroyd, qui est au téléphone alors que les autres sont en prison, c'est bien, etc. Après les deux autres, oui, il revient avec les deux autres. Ok, c'est en mode sauver la situation, parce que sinon, ça se serait mal passé. Allez, c'est facile, mais on accepte, parce qu'il y a des petits dialogues et tout qui sont bien sympas à ce moment-là, qui contrebalancent certains moments d'échange et répliques pas forcément bien menés pendant le film, même s'il y a des blagues, ouais, bon, allez,
on passe, pas extraordinaire et tout. Mais voilà, donc le fanservice est là. Au-delà même de cela, il y a d'autres références, je pense notamment à Stephen King, parce que quand Gozer revient, visiblement c'est par cycle de 30-40 ans, ça m'a rappelé It ou ça, quelque part, donc pourquoi pas, hein, c'est amusant. Puis en plus c'est une référence directe à Stephen King avec le film Cujo diffusé aux enfants. Donc voilà, ça accumule pas mal de petites choses, et même qu'on a Sigourney Weaver qui apparaît dans la première scène milieu générique pour rien. Alors là c'est vraiment du clin d'œil avec les tests qui... référence au test que Venkman, donc le personnage de Bill Murray, faisait à ses étudiants en les électrocutant. Bon. Voilà, donc vous voyez, ce film, c'est presque dommage qu'il y ait autant de fanservice et tout, mais il y a quand même ce côté touchant sur la finalité, le grand-père qui réapparaît et qui montre qu'il a abandonné les siens parce qu'il voulait sauver la Terre et l'humanité, hein, de Gozer, ouais, d'accord. Et à un moment d'ailleurs, et je finirai là-dessus, la zone spoiler, j'ai cru vraiment qu'ils allaient faire de Sigourney Weaver, donc son personnage, Dana, la mère donc du personnage de Carrie Coon qui s'appelle Callie, et donc qu'elle aurait eu un enfant avec Egon. Mais ça aurait pas du tout été cohérent, donc ils l'ont pas fait. Mais c'est marrant, le personnage de Carrie Coon, elle a un côté Sigourney Weaver, un petit peu, je sais pas, voilà, j'ai ressenti cela. Je me suis dit, non, ils ont pas osé, et tant mieux, parce que sinon ça aurait pas du tout été possible. Enfin, déjà le deuxième film n'aurait pas existé, et puis même le premier, ça aurait né avant le premier quand même, il me semble. Hein. Donc voilà. Bref, je referme ma zone spoiler. Pour conclure en disant que c'est un bon film, un très bon divertissement. Le fanservice, too much, mais en même temps, il se justifie sur son final qui est marquant, voilà, que les fans apprécieront, même si, voilà, on peut toujours se poser la question, mais on sait qui est derrière le projet, donc tout ceci a été fait avec grand respect, ça se sent, et c'est le principal. Est-ce qu'il y aura une relance de la franchise avec d'autres films derrière? Je ne sais pas. En tout cas, ceci efface le très mauvais remake, reboot inutile et surtout mal géré, pour plein de raisons, mais j'y reviendrai peut-être un jour si je le revois. Donc sorti il y a quelques années, voilà. Hop. Et donc, c'est bien, voilà. C'est un bon film, c'est un bon moment, un petit peu de nostalgie et un moment sympathique de cinéma, je dirais, mais pas un des films de l'année, clairement pas. Je mettrai 7 sur 10, voilà. Je vous dis à la prochaine. Ciao!